Mon frère emménage dans ma maison à 500 000 € pendant que je suis à l'étranger, la déclare sienne, et mon père est d'accord. J'ai souri, envoyé 2 courriels, et 2 jours plus tard, sa fête a été interrompue par la police et un serrurier, le laissant hurler sur la pelouse. Mes parents ont annulé mon billet d'avion à l'aéroport en ricanant et en me disant de bien m'amuser à les regarder partir, moi, leur fille fauchée. Ils pensaient que je serais anéanti. Alors j'ai ri, j'ai écrit « Bon voyage » sur une serviette en papier et je la leur ai tendue. 10 jours plus tard, le panneau « À vendre » dans mon allée les a laissés de marbre. Les lumières fluorescentes du terminal de l'aéroport bourdonnaient, un son plat et stérile qui correspondait au vide dans ma poitrine. Nous étions au comptoir d'enregistrement pour notre vol vers l'Italie. Un voyage de luxe de 10 jours qui, dans ma famille, était moins des vacances qu'une représentation. Et le dernier sac, dit mon père, Richard, en tendant sa carte de crédit en platine à l'agent de la compagnie aérienne. C'était un homme qui ne marchait pas, il présidait. À 65 ans, ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés, son blazer incroyablement impeccable. C'était un cadre à la retraite qui portait toujours son ancien poste comme une armure. Ma mère, Cynthia, arrangeait ses propres cheveux, vérifiant son reflet à l'arrière de son téléphone. Oh, ça va être divin. Liam, chérie, assure-toi de prendre de belles photos de moi près de la fontaine de Trévi. Seulement les meilleures, maman, dit mon frère Liam avec un sourire narquois. À 26 ans, il était l'enfant prodige, un entrepreneur raté qui vivait des fonds inépuisables de nos parents. Il a croisé mon regard par-dessus la montagne de bagages de créateur et m'a lancé un regard de condescendance apitoyé. Je restais juste en retrait, mon simple bagage à main à mes pieds, me sentant comme un moineau beige dans une volée de paon. Je ne me sentais pas bien depuis une semaine, une fatigue de bas grade que je n'arrivais pas à chasser. J'avais mis ça sur le compte du stress du voyage imminent. Très bien, voilà Richard, Cynthia et Liam enregistrés, dit l'agente en rendant 3 passeports. Elle regarda ensuite son écran, le front plissé. Et Fiona. Je m'avançai. Oui, c'est moi. Elle tapa un instant, puis leva les yeux avec une grimace d'excuse. Madame, je suis désolé, mais je n'ai pas de billet actif pour vous sur ce vol. Quoi? Je sentis un picotement froid de confusion. Ce n'est pas possible. Mon père a réservé tous les billets ensemble. Mon père soupira, un son théâtral de patience longanime. Oh, ma chère, dit-il, sans paraître cher du tout. Il se tourna vers moi, un sourire suffisant et pincé sur le visage. Fiona, il y a eu un changement de programme. Ma mère et Liam s'avancèrent pour le flanquer. Un front uni de renvoi. Quel changement de programme, demandai-je, ma voix faible. Le bourdonnement de l'aéroport me parut soudain assourdissant. Ta mère et moi avons eu une longue discussion, dit Richard, sa voix prenant le ton de sermon que j'avais connu toute ma vie. Nous avons décidé que ton attitude peu coopérative ne justifie tout simplement pas des vacances à 10 000 €. Je le fixai. Peu coopérative? De quoi parles-tu? Cynthia intervint, sa voix comme des glaçons. Tu sais très bien de quoi il s'agit, Fiona. Nous t'avons demandé une seule chose simple. Une seule. De signer les papiers pour utiliser la maison comme garantie pour la nouvelle entreprise de Liam. C'est pour la famille. La maison. C'était toujours la maison. La belle et vaste demeure que ma grand-mère m'avait laissée. La maison dans laquelle ils vivaient tous sans payer de loyer pendant que j'occupais le petit grenier aménagé. Je vous l'ai dit, dis-je, ma voix se durcissant malgré la nausée qui me retournait l'estomac. Je ne vais pas mettre en jeu l'héritage de ma grand-mère pour un autre des projets d'art cryptographique immanquables de Liam. C'est trop risqué. Tu vois, se moqua Liam en me montrant du doigt. C'est sa latitude, papa. Trop risqué. Elle a tellement peur de son ombre. Elle freine toute la famille. Exactement, dit mon père. Il prit son passeport et le glissa dans la poche de son blazer. Nous sommes fatigués de ton ingratitude. Tu vis sous notre toit. Je vis dans ma maison, le corrigeai-je, ma voix dangereusement calme. Et tu ne contribues en rien, acheva-t-il en m'ignorant. Tu restes assise dans cette chambre mansardée toute la journée à dessiner sur ton ordinateur, une artiste numérique qui peine à joindre les 2 bouts. Nous essayons de construire un héritage familial, et tu es un poids mort. La cruauté de ces mots, si désinvoltes et publics, me coupa le souffle.
L'agente baissait les yeux, faisant semblant d'être occupée. Quelques personnes dans la file derrière nous regardaient. Alors, dis-je, vous avez annulé mon billet, comme ça. C'est exact, confirma ma mère, ajustant la sangle de son sac Gucci. Nous ne finançons pas des vacances pour quelqu'un qui sabote activement cette famille. Nous allons en Italie. Toi, non. Mon père se pencha, son sourire se transformant en un rictus. Le coup final, parfaitement asséné. Amuse-toi bien à nous regarder partir, fille fauchée, murmura-t-il. Peut-être que 10 jours seuls dans cette grande maison vide te donneront le temps de reconsidérer ta valeur. Nous serons au salon de première classe. Lui, ma mère et mon frère se tournèrent comme un seul homme. Ils prirent leurs bagages à main et commencèrent à marcher vers la porte de sécurité, sans jamais regarder en arrière. Je restais là, immobile, le sang bourdonnant à mes oreilles. L'humiliation était un poids physique. Fille fauchée. Les mots résonnaient, conçus pour me briser. Je les regardais disparaître au coin du couloir. L'agente s'éclaircit la gorge. Madame, puis-je vous aider avec autre chose? Une clarté lente et froide commença à percer le choc. C'était un sentiment que je connaissais bien, la concentration analytique et aiguë que je réservais habituellement à mon travail. Je me retournai vers le comptoir. Mon visage était pâle, mais mes yeux soudainement très brillants. Oui, dis-je. Pouvez-vous valider mon ticket de parking? Je suis sorti du terminal, les portes automatiques sifflant derrière moi. Fille fauchée. La phrase résonnait encore dans mes oreilles. Mais alors que j'avançais dans la lumière grise du matin, un petit rire sincère s'échappa de mes lèvres. Je sortis mon téléphone et appelai mon avocat. Bonjour, monsieur Henderson, êtes-vous assis? Vous n'allez pas croire le service que ma famille vient de me rendre. Ils avaient commis une erreur catastrophique. La trahison était stupéfiante, mais leur timing était parfait. Le trajet de l'aéroport à la maison fut un brouillard étrange et surréaliste. La radio jouait quelque chose de joyeux, que j'éteignis immédiatement, préférant le ronronnement silencieux de ma modeste berline. La nausée que j'avais ressentie au comptoir d'enregistrement ne s'était pas calmée. En fait, elle s'était intensifiée. Ce n'était pas seulement de la nervosité. J'étais vraiment physiquement malade. Le stress des derniers mois, combiné à l'embuscade de ce matin, avait finalement percé les défenses de mon corps. Quand je suis rentré, la maison était caverneuse et silencieuse. L'air sentait encore faiblement le parfum cher de ma mère et l'eau de Cologne au bois de santal de mon père. Leur présence persistait comme une tache. J'ai traversé les pièces du rez-de-chaussée, le salon formel où personne ne s'asseyait jamais, la cuisine blanche et brillante, la salle à manger avec sa table de 12 pieds. C'était toute ma maison, un cadeau de ma grand-mère, une femme qui avait vu son fils, mon père, pour exactement l'homme qu'il était. Je suis monté dans ma suite mansardée, celle que mes parents m'avaient généreusement permis de rénover. C'était mon sanctuaire, un grand espace ouvert avec des plafonds en pente et des lucarnes. D'un côté se trouvait mon modeste espace de vie. De l'autre, caché derrière une cloison, se trouvait ma vraie vie, un centre de commande sophistiqué à 3 écrans. Ma famille pensait que j'étais une artiste numérique en difficulté. C'était un mensonge que j'avais cultivé avec un soin méticuleux. En réalité, j'étais une enquêtrice à distance sur la fraude financière pour l'une des plus grandes entreprises de cybersécurité du pays. Je passais mes journées à traquer des vols d'actifs numériques de plusieurs millions de dollars, à démêler des schémas complexes de blanchiment d'argent et à regarder dans l'abîme financier des pires personnes du monde. Je gagnais très bien ma vie. Je ne le montrais simplement jamais. Pourquoi cette ruse? À cause d'eux. J'avais vu comment ils traitaient l'argent. Ce n'était pas un outil. C'était une arme. C'était un tableau de pointage. Ma grand-mère, Nana, avait compris. Ne laisse jamais un tyran savoir ce que tu possèdes, Fiona, m'avait-elle dit en me pressant les documents de la fiducie dans la main quand j'avais 21 ans. Surtout quand ce tyran porte le même nom de famille que toi. Et donc, je vivais modestement. Je conduisais une voiture de 10 ans. J'achetais mes vêtements dans des friperies. Je les laissais croire que j'étais la fille fauchée. L'échec artistique, parce que leur condescendance était mon armure. Elle me protégeait. Je démarrais mon système. La lueur familière de l'écran de connexion était un réconfort. Mon téléphone vibra.
Un texto de Liam, envoyé depuis le salon de l'aéroport. C'était un selfie de lui, de ma mère et de mon père, tous tenant des flûtes de champagne. La légende, ciao, perdante. On pense à toi. Mort de rire. Mon estomac se noie. Je posais le téléphone face contre table. Ils avaient oublié une chose cruciale. J'ai ouvert le fichier que M. Henderson, mon avocat, m'avait envoyé par courriel la semaine dernière. C'était un scan de la dernière page de la fiducie que ma grand-mère avait établie. Je l'avais lu une centaine de fois, mais aujourd'hui, les mots brillaient. Nana, béni soit son cœur stratégique, avait mis la maison dans une fiducie révocable. Mes parents étaient au courant. En fait, ils en avaient été furieux. Ils savaient que j'étais l'unique bénéficiaire. Ce qu'ils avaient commodément, arrogamment, oublié, ou peut-être jamais vraiment cru, c'était la clause d'anniversaire. Le document de la fiducie stipulait en termes non équivoques que bien que Jean soit la bénéficiaire, je n'en avais pas le contrôle total et irrévocable avant une date précise. La propriété devait être gérée par l'exécuteur testamentaire, M. Henderson, jusqu'à ce que la bénéficiaire, Fiona Elizabeth Vance, atteigne l'âge de 30 ans. Mon 30e anniversaire était dans 5 jours. Ils allaient être en Italie pendant 10 jours. Ils venaient de me laisser, la fille fauchée, seule dans une maison qui deviendrait légalement et irrévocablement mienne, libre et quitte de toute charge, bien avant qu'ils ne posent le pied sur un vol de retour. Ils m'avaient offert la fenêtre d'opportunité parfaite et ininterrompue. Je repris mon téléphone. Cette fois, je n'appelais pas seulement mon avocat. J'appelais mon équipe. J'ai ouvert ma messagerie professionnelle sécurisée et envoyé un message à mon supérieur. Je prends un congé d'urgence de 10 jours. Situation familiale. Une réponse est revenue instantanément. Tout va bien? Besoin de quelque chose? J'ai regardé le selfie de Liam. J'ai pensé au rictus de mon père. J'ai regardé le document de la fiducie. Tout va bien, ai-je tapé en réponse. Je dois juste vider la maison. Mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était un numéro international. Ma mère. Je l'ai laissé sonner, sonner et sonner. Finalement, il est tombé sur la messagerie vocale. Un texto a suivi immédiatement. Fiona, réponds à ton téléphone. Ton père veut discuter de ton attitude. J'ai ri, un son sec et sans humour. J'étais toujours malade, toujours épuisé, mais un nouveau sentiment prenait racine, une résolution froide et dure. J'ai attrapé une serviette en papier sur mon bureau, le seul papier que j'avais sous la main, et j'ai griffonné une note. J'en ai ensuite pris une photo et l'ai envoyée par texto au groupe de discussion familiale. Il y était écrit, de ma plus belle écriture, bon voyage. J'ai bloqué leur numéro, à tous les 3. Puis j'ai rappelé M. Henderson. D'accord, dis-je, ma voix stable. Ils sont partis. Le vol a décollé. Lançons le chronomètre. Au moment où vous aurez 30 ans, la fiducie se convertira automatiquement, dit-il, sa voix chaude et professionnelle. Je déposerai les derniers documents de transfert auprès du comté. C'est fait. Mais Fiona, qu'allez-vous faire? J'ai regardé autour de ma chambre mansardée, puis vers la porte menant à la maison qu'ils avaient empoisonnée de leur cupidité. Nana me disait toujours de sortir les poubelles, dis-je. Ce sera juste un travail plus gros que d'habitude. Le premier jour après leur départ fut un brouillard de fièvre et de planification. La maladie que j'avais combattue s'était pleinement installée, une vilaine grippe qui me laissait endolori et faible. Mais d'une certaine manière, c'était une bénédiction. Cela m'a forcé à rester immobile. Cela m'a forcé à m'asseoir à mon bureau, enveloppé dans une couverture, et à simplement réfléchir. Alors que je sirotais du thé chaud et que je laissais les médicaments contre la fièvre faire effet, mon esprit dériva vers le pourquoi. Pourquoi en était-on arrivé là? La réponse était simple, et c'était la même que toujours. Mon père, Richard. Mon père vénérait l'autel des apparences. Tout son sentiment d'estime de soi était lié à ce que les autres pensaient de lui. Il avait été un cadre intermédiaire dans une entreprise qu'il avait respectueusement contraint à une retraite anticipée il y a 5 ans. Il lui avait offert un package décent, mais la perte de son titre, de son compte de dépenses et de l'adulation quotidienne de ses subordonnés avait brisé quelque chose en lui. Il avait recentré toute cette ambition frustrée sur sa famille.
Nous n'étions pas une famille. Nous étions une marque. Et la marque Vance devait être une marque de luxe, de succès et d'élégance de vieille fortune. Même si la vieille fortune venait entièrement du côté de ma mère, et spécifiquement de Nana. Ma mère, Cynthia, était sa complice consentante. C'était une femme qui avait fait un bon mariage et n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Son identité était entièrement liée au fait d'être la femme de Richard. S'il décrétait que le statut était tout ce qui comptait, alors elle le poursuivrait avec la dévotion d'une fanatique. Et puis il y avait Liam. Mon frère avait été un enfant prodige dès sa naissance. Il ressemblait à mon père. Il avait le charme fabriqué de mon père et il incarnait tous leurs espoirs. Il allait être le président-directeur général de la nouvelle génération, l'entrepreneur brillant qui restaurerait la gloire du nom Vance. Le seul problème était que Liam était un imbécile. Il n'avait aucune éthique de travail, aucune idée originale et une vitesse de dépense à couper le souffle. Sa liste d'entreprises ratées était longue et embarrassante. La revente de baskets haut de gamme, il avait acheté des contrefaçons. La microbrasserie artisanale, il détestait la bière. L'empire du dropshipping, il oubliait d'expédier les articles. Chaque échec était suivi d'une nouvelle injection de liquidité plus importante de la part de nos parents. Moi, par contre, j'étais la déception. J'étais silencieuse. J'étais introvertie. Je ressemblais à ma grand-mère, pas à ma mère. Et pire que tout, j'étais pragmatique. Je ne faisais pas de spectacle. J'avais passé toute ma vie à essayer d'être invisible. Mais la maison a tout changé. Quand Nana est décédée et m'a laissé la maison, le seul véritable atout de la famille, ce fut une déclaration de guerre. Mon père était dans une rage silencieuse et bouillonnante depuis lors. Pendant les 3 dernières années, ils avaient vécu dans ma maison, me traitant comme une locataire indésirable. Ils m'ont suggéré de déménager dans le grenier. Ils m'ont conseillé sur ma carrière, et depuis 6 mois, la pression était devenue insupportable. Liam avait une nouvelle idée, quelque chose à propos de jetons non fongibles et de yachts de luxe, et il avait besoin de capitaux d'amorçage, beaucoup. Fiona, signe simplement la demande de ligne de crédit sur valeur domiciliaire, avait exigé mon père au dîner il y a 2 semaines. C'est une simple signature. La banque l'a déjà approuvé en se basant sur la valeur de la maison. Non, avais-je dit, ma voix calme. Qu'est-ce que tu veux dire par non, avait-il lancé. Je veux dire, non. Je ne mettrai pas cette maison en danger. La dernière entreprise de Liam vous a coûté 80 000 €. Ce n'est pas une bonne idée. Liam avait jeté sa serviette. Tu ne comprends pas, Fiona. Il faut dépenser de l'argent pour gagner de l'argent. Tu n'es qu'une petite souris qui compte ses petits sous. C'est la cour des grands. Liam a raison, était intervenue ma mère, sa voix dégoulinant de déception. Tu es si petite, Fiona. Nous essayons de construire un empire et tu t'inquiètes pour une hypothèque. Ce n'est qu'une maison. C'était la maison de Nana, avais-je dit, mes mains se crispant sur mes genoux. Et elle me l'a donnée pour que je la protège, pas pour qu'elle soit vendue aux enchères quand ce nouvel empire s'effondrera. Les yeux de mon père s'étaient rétrécis en fente. Tu es une enfant ingrate. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce que vous avez fait pour moi, avais-je voulu crier. Vous voulez dire rabaisser mes choix, vous moquer de mon art, me traiter comme la comptable de la famille tout en m'appelant simultanément fauché? Mais je n'avais rien dit. J'étais juste restée assise là. C'était mon crime. Je ne me battais pas. Je ne criais pas. Je refusais simplement. Et mon refus, mon non calme et inébranlable, était quelque chose que mon père ne pouvait pas contrôler. Cela le rendait fou. Le billet d'avion annulé était son ultime démonstration de force. Il pensait qu'en m'humiliant publiquement, en m'abandonnant, en me coupant de la marque familiale, il me briserait enfin. Il prouverait une fois pour toutes que je n'étais rien sans lui. Allongé dans mon lit mansardé, la fièvre tombant enfin, j'ai réalisé la profondeur de son erreur de calcul. Il pensait que mon silence était de la faiblesse. Il pensait que ma vie modeste était un échec. Il n'avait aucune idée que mon silence était un bouclier et que mon échec était une forteresse. Il avait oublié la règle la plus importante de la stratégie, une règle que je vivais chaque jour dans mon vrai travail, ne jamais sous-estimer un adversaire, surtout pas celui que vous avez passé une vie à ignorer. Il m'avait appelé une fille fauchée.
Il n'avait aucune idée que ce n'était pas moi qui étais fauché. C'était moi qui avais toutes les cartes en main. J'ai rapproché mon ordinateur portable, l'écran illuminant mon visage pâle et déterminé. Il était temps d'appeler les déménageurs. La maladie est passée au 3e jour, laissant derrière elle une clarté vive et perçante. La maison était à moi, je pouvais y marcher librement. Je suis entré dans la suite parentale de mes parents, une pièce dans laquelle il m'avait été tacitement interdit d'entrer pendant des années. C'était un monument à leur vanité. Le côté de ma mère était une mer de flacons de parfums et de sacs de créateurs, beaucoup portant encore leurs étiquettes. Le côté de mon père était en bois sombre, avec des livres reliés en cuir qu'il n'avait jamais lus et une photo encadrée de lui serrant la main d'un politicien local. Dans le tiroir de son bureau, sous une pile de cartes de membres de club, j'ai trouvé ce que je cherchais, la pile de factures. Mon père, dans son arrogance, gérait toutes les finances. Il me croyait incapable. Je me suis assise à son bureau et j'ai commencé à lire. L'hypothèque était payée, bien sûr. Je la payais automatiquement depuis un compte séparé que Nana avait créé. Mais le reste. Les impôts fonciers avaient 2 mois de retard. Les factures de services publics étaient en dernier avis, et les relevés de cartes de crédit. J'ai senti mon estomac se serrer. Il y en avait 3. Tout était au maximum de leur capacité. Des dizaines de milliers de dollars de dettes sur toutes. Des dîners auxquels je n'étais pas invité. Des vêtements que je n'ai jamais vus. Un voyage de consultation pour Liam qui ressemblait étrangement à des vacances de printemps à Cabo. Ils ne s'étaient pas contentés de vivre de l'héritage de ma grand-mère. Ils avaient activement et imprudemment détruit leur propre avenir financier, tout en dépendant de la maison, ma maison, comme leur filet de sécurité ultime. La maison qu'ils essayaient de mettre en garantie pour le prochain échec de Liam était la seule chose qui tenait les collecteurs de dettes à distance. Cela changeait les choses. Il ne s'agissait plus seulement de mes sentiments blessés. Il s'agissait de fraude. Je suis retourné dans mon grenier et j'ai allumé mon ordinateur de travail. Ce que j'allais faire était un risque professionnel, mais je le considérais comme une nécessité morale. Je n'étais pas Fiona Vance, la fille fauchée, en ce moment. J'étais Fiona Vance, examinatrice certifiée en matière de fraude. J'ai commencé par Liam. Ces entreprises étaient toutes enregistrées comme des sociétés à responsabilité limitée. Il m'a fallu moins de 10 minutes pour trouver les documents publics. Il m'en a fallu 20 de plus pour croiser les adresses et les agents enregistrés. C'étaient toutes des sociétés écrans. Ils faisaient circuler de l'argent de l'une à l'autre, racontant probablement à mon père qu'il réinvestissait les bénéfices alors qu'en réalité, il ne faisait que dépenser. Mais d'où venait l'argent? Les économies de mes parents avaient disparu depuis longtemps, je le savais. Les cartes de crédit au maximum ne représentaient qu'une partie. J'ai creusé plus profondément. J'ai effectué une vérification de crédit non officielle sur mon père. Et c'était là. Un nouveau prêt, un prêt commercial de 250 000 € contracté il y a 3 mois. Le demandeur était Vance Innovation SARL, avec Liam comme président-directeur général et mon père comme directeur financier. La garantie. Mon sang se glaça. La garantie indiquée n'était pas la maison. La garantie était une collection d'art privé évaluée à 350 000 €. Je savais pertinemment que mon père ne possédait pas de collection d'art. Il possédait quelques tableaux de hall d'hôtel. Mais ma grand-mère, Nana, avait été une connaisseuse. Elle avait une petite mais précieuse collection de peintures du milieu du siècle. À sa mort, elle me les avait laissées, pas dans la fiducie, juste à moi dans son testament. Des peintures qui étaient actuellement accrochées dans le salon et le bureau en bas. Mon père avait frauduleusement utilisé ma propriété, qu'il ne possédait même pas légalement, pour garantir un prêt d'1/4 million de dollars pour l'entreprise factice de mon frère, une entreprise qui avait déjà dilapidé la quasi-totalité de la somme. C'était un crime fédéral. Fraude électronique, fraude bancaire. Je me suis assise, le cœur battant. C'était le piège astucieux que j'attendais. Mon plan initial avait été simple. Les expulser. Changer les serrures. Vendre la maison. En finir avec eux. Mais ça, c'était un levier d'une puissance nucléaire. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Monsieur Henderson. J'ai besoin que vous veniez à la maison tout de suite, et amener un notaire. Fiona, c'est dimanche, dit-il,
mais j'entendis le cliquetis de ses clés de voiture. Je sais. Mais je viens de découvrir que mon père a commis une fraude bancaire en utilisant mes biens, et mon 30e anniversaire est demain. Je pense que nous devons accélérer le plan. Quand M. Henderson est arrivé, son visage était sombre alors que je lui expliquais mes découvertes. Je lui ai montré les documents de prêt que j'avais trouvés en ligne. Je lui ai montré l'art. Il a fait évaluer ma propriété sans mon consentement et l'a utilisé comme garantie, M. Henderson. Que arrive-t-il quand Liam ne remboursera pas ce prêt? M. Henderson ajusta ses lunettes. La banque saisira la garantie. Ils viendront chercher vos tableaux. Exactement. Donc, à partir de demain, quand je serai la seule propriétaire légale et irrévocable de cette maison, que puis-je faire? Un lent sourire se dessina sur le visage de l'avocat. À partir de demain, Fiona, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mon 30e anniversaire a commencé à minuit. J'étais en ligne à suivre les publications Instagram de ma famille. Ils étaient à Rome, postant une photo floue d'un plat de pâtes. Vivre le rêve. L'héritage de la famille Vance. À minuit 1, j'ai signé les documents numériques que M. Henderson avait préparés. La fiducie était dissoute. La propriété était mienne. À 9 h du matin, le premier camion est arrivé. Ce n'était pas un camion de déménagement. C'était un service d'évaluation et de transport d'œuvres d'art. Veuillez emballer et mettre en caisse chaque tableau de cette liste, ai-je instruit les professionnels aux gants blancs. Ils sont déplacés vers un coffre-fort sécurisé à climat contrôlé. Aujourd'hui. À 9 h 30, j'ai appelé la banque qui détenait le prêt frauduleux. J'ai obtenu le numéro de leur département de la fraude d'entreprise. Bonjour, dis-je, ma voix nette et professionnelle. Je m'appelle Fiona Vance et je dois signaler un cas important de fraude à la garantie concernant le prêt numéro. Le reste de la journée fut un tourbillon d'activité. L'art fut enlevé. J'ai appelé une entreprise de vente de succession haut de gamme. J'ai appelé un service de nettoyage. J'ai appelé un serrurier. Et finalement, j'ai appelé une entreprise de déménagement et de stockage. Oui, dis-je, en regardant la montagne de vêtements de créateur dans le placard de ma mère. J'ai une maison de 5 chambres. J'ai besoin que tout soit emballé et déménagé. Et je veux dire tout. Jour 7. La maison était un labyrinthe de boîtes qui résonnaient. L'équipe de la vente de succession était passée, étiquetant les meubles, les œuvres d'art et les tapis. Le service de transport d'art avait confirmé que les peintures de ma grand-mère étaient en sécurité dans un coffre-fort. L'équipe de nettoyage avait frotté chaque surface, enlevant l'odeur faible et persistante de mes parents. Et le département de la fraude de la banque était enthousiaste. Ils avaient déjà gelé le compte de Vance Innovation et lancé une enquête complète. J'étais assise par terre dans mon grenier vide, mangeant une pizza à emporter dans sa boîte quand mon ordinateur portable a sonné. Une demande d'appel vidéo. Ce n'était pas un numéro bloqué. C'était un nouveau numéro prépayé international. Il devenait créatif. J'ai soupiré, je me suis essuyé les mains et j'ai cliqué sur accepter. Le visage de mon père a rempli l'écran. Il était sur un balcon d'hôtel, la côte amalfitaine scintillant derrière lui. Il avait l'air bronzé, détendu et furieux. Fiona, aboya-t-il sans préambule. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Ta mère et moi appelons depuis des jours. Je sais, dis-je calmement, en prenant une autre bouchée de pizza. J'ai été occupé. Occupé? Occupé à quoi? À bouder dans ta chambre, se moqua-t-il. Et c'était quoi ce texto ridicule que tu as envoyé? Bon voyage. Ta mère a été très blessée par ton sarcasme. Ce n'était pas du sarcasme, dis-je. J'espérais sincèrement que vous feriez un bon voyage. Je ne voulais rien qui puisse interrompre vos vacances. Il plissa les yeux. Il n'était pas habitué à cette version de moi. Il était habitué à la Fiona silencieuse et en retrait. Cette Fiona calme et mangeuse de pizza était nouvelle, et cela le déstabilisait. Eh bien, ton petit coup a échoué, dit-il. Nous passons un moment merveilleux, mais nous avons décidé d'être miséricordieux. Nous sommes prêts à te pardonner ton attitude à l'aéroport. Tout ce que tu as à faire, c'est d'appeler la banque, d'approuver la ligne de crédit pour Liam, et nous considérerons l'affaire comme close. Nous pourrions même te ramener un souvenir. J'ai failli rire. Une ligne de crédit?
Papa, je pense que tu as de plus gros problèmes. Juste à ce moment, le visage de ma mère se glissa dans le cadre, les cheveux enveloppés dans une serviette. Fiona, chérie, dis à ton père d'arrêter de crier. Qu'est-ce qui se passe avec les cartes de crédit? Ma carte a été refusée à la boutique aujourd'hui. C'était mortifiant. Vraiment, demandai-je, feignant la surprise. C'est si étrange. Peut-être que tu as atteint ta limite. Ne sois pas ridicule, lança Cynthia. C'est ton père qui gère les limites. Richard, dis-lui de régler ça. Le visage de mon père s'assombrit. Elle a raison, Fiona. Le compte de Vance Innovation est gelé. La banque ne veut pas me dire pourquoi. Ils ont dit quelque chose à propos d'une plainte. As-tu fait quelque chose? As-tu, dans un accès de dépit enfantin, appelé la banque? Oui, dis-je en posant la boîte de pizza. J'ai appelé la banque que toi et Liam avez utilisée pour obtenir un prêt de 250 000 €. Le visage bronzé de mon père devint pâle. C'est une affaire privée. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça a tout à voir avec moi, papa. Tu vois, la garantie que vous avez utilisée pour ce prêt, la collection d'art privé, c'était ma propriété. Une propriété qui m'a été laissée, et seulement à moi, par Nana. La main de ma mère vola à sa bouche. Richard, de quoi parle-t-elle? Les yeux de mon père s'égarèrent hors de l'écran. Il était piégé. C'était un malentendu, une erreur de bureau. Les peintures font partie de la maison, Fiona. C'est un bien familial. Non, papa, dis-je, et ma voix était soudainement aussi tranchante et froide que l'acier. Ce sont mes biens, et les utiliser pour garantir un prêt sans que je le sache n'est pas une erreur de bureau. C'est une fraude bancaire. C'est le terme que les enquêteurs ont utilisé, en tout cas. Ils étaient très intéressés par Vance Innovation SARL. Mon père avait l'air comme si je l'avais frappé physiquement. Il était sans voix. Quoi, qu'est-ce que tu leur as dit, balbutia-t-il finalement. Je leur ai dit la vérité. J'ai dit que la propriétaire de la garantie n'avait aucune connaissance du prêt et que les peintures étaient, au moment où nous parlions, en train d'être déplacées vers un coffre-fort sécurisé. La banque était très reconnaissante. Ils n'aiment pas être fraudés. Ma mère commença à émettre un son aigu. Toi traîtresse, rugit mon père, son sang-froid se brisant. Tu détruirais ta propre famille. Tu ruinerais l'avenir de ton frère pour quelques vilains tableaux. Ce ne sont pas juste des tableaux, papa. C'est l'héritage de ma grand-mère. Un héritage que vous avez essayé de voler pour financer le dernier fantasme de Liam. Et vous pensiez que j'étais si stupide, si fauchée et impuissante que j'allais juste quoi? Ne pas m'en rendre compte? Je me suis levé et j'ai porté l'ordinateur portable jusqu'à la fenêtre du grenier, qui donnait sur la longue allée courbe. Le soleil se couchait. Vous semblez avoir oublié quelque chose de très, très important, dis-je, ma voix douce maintenant. Quoi, murmura-t-il, son visage un masque d'effroi. Mon anniversaire. C'était il y a 2 jours. J'ai 30 ans. La confusion sur son visage était presque comique. Quoi? Joyeux anniversaire. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? La fiducie, papa, dis-je en laissant le silence s'étirer. La clause d'anniversaire. Celle que Nana a mise pour protéger la maison de toi. La clause qui disait, à mon 30e anniversaire, la fiducie se dissout et je deviens la seule propriétaire irrévocable de la propriété. Pas d'exécuteur, pas de co-signataire. Juste moi. Je vis la prise de conscience se faire, une lente et écœurante vague d'horreur envahissant ses traits. Il savait, il l'avait su, et il avait oublié. Ou plus probablement, il avait cru que ça ne tiendrait jamais. Fiona, dit-il, sa voix une chose suppliante et géniale que je n'avais jamais entendue auparavant. Fiona, ne sois pas précipitée. Nous pouvons arranger ça. Il n'y a rien à arranger, dis-je. Vous êtes en Italie. Je suis ici. Je suis juste en train de vider la maison. Que as-tu fait? Hurla ma mère en attrapant le téléphone. Fiona, qu'as-tu fait? Je sécurise mes biens, dis-je. Ce qui, en l'occurrence, inclut la maison dans laquelle vous vivez. Je dois y aller. J'ai un camion de déménagement qui arrive demain matin. Amusez-vous bien à Florence. Ne laissez pas vos cartes être refusées à nouveau.
Oh, attendez. J'ai mis fin à l'appel. Je suis restée assise dans le silence du grenier vide, le cœur battant. Les menaces viendraient ensuite. Les supplications, le bombardement d'amour, mais il était trop tard. La machine était déjà en marche. Les 3 jours suivants furent un exercice de guerre logistique. L'entreprise de déménagement que j'avais engagée était efficace, professionnelle et, heureusement, sans jugement. Ils ont emballé chaque figurine en porcelaine, chaque livre relié en cuir, chaque costume de créateur et chaque chemisier en soie. Ils ont démonté la table de salle à manger de 12 pieds. Ils ont roulé les tapis persans dont mon père aimait tant se vanter. Mes parents, comme on pouvait s'y attendre, sont devenus fous. Mon téléphone, que j'avais débloqué pour surveiller le chaos, était un flot constant de vitriol. Ça a commencé avec mon père. Tu es une honte. Tu vas défaire ça immédiatement. J'ai appelé notre avocat et il va te faire désavouer. J'ai ri. Son avocat était Monsieur Henderson, qui était actuellement mon avocat attitré. Puis vint ma mère. Fiona, mon bébé, tu ne vas pas bien. Le stress t'a rendu malade. S'il te plaît, arrête ça. Nous pouvons en parler. Je ferai en sorte que ton père s'excuse. Laisse-nous juste rentrer à la maison. S'il te plaît, chérie. Je t'aime. Celui-ci m'a fait hésiter. La vieille culpabilité familière se tordit dans mon estomac. Mais je me suis souvenu de son visage à l'aéroport. Le regard froid et triomphant dans ses yeux alors qu'elle s'éloignait. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la limitation de dégâts. Les messages les plus pathétiques et les plus révélateurs venaient de Liam. Fiona, tu dois arrêter ça. La banque a pris tout mon argent. Tout. J'ai 50 € sur mon compte. Ce n'est pas drôle. C'était ma grande chance. Il a été suivi par « Tu es une vieille bique jalouse. Tu as toujours été jalouse de moi. Tu es juste en colère que personne ne t'aime. Papa va te poursuivre en justice pour tout ce que tu as. » Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Au lieu de cela, j'ai construit mon dossier. Le bureau de Monsieur Henderson a préparé les avis d'expulsion. Ils étaient blindés, citant non seulement ma propriété, mais aussi la destruction délibérée de biens par les occupants et un historique de malversation financière, ce qui sonnait beaucoup mieux que « mon père a volé mes tableaux ». Il a également demandé une ordonnance restrictive temporaire, citant le prêt bancaire frauduleux et l'historique d'abus financiers et d'intimidation. Cela les empêcherait de s'approcher de moi ou de la propriété, me donnant l'espace dont j'avais besoin pour la vendre. Ça va être compliqué, Fiona, m'a prévenu Monsieur Henderson au téléphone. Ils se battront. Ils vous dépeindront comme une fille ingrate et instable. Laissez-les faire, dis-je en regardant les déménageurs charger la coiffeuse de ma mère dans le camion. Je ne suis plus la fille fauchée. Je suis la propriétaire, et j'ai les preuves. Les preuves s'accumulaient. La banque, désormais en mode de limitation de dégâts, m'avait transmis, en tant que victime de la fraude, l'intégralité du dossier de prêt. C'était pire que je ne le pensais. Mon père et Liam avaient soumis des documents falsifiés, de faux comptes de profit et pertes pour Vence Innovation, et une évaluation clairement photoshopée de l'art de ma grand-mère. L'enquêteur interne de la banque avait prévu un appel avec moi pour le lendemain du retour de ma famille afin de discuter de nos prochaines étapes concernant les poursuites. Ils étaient dans de sérieux ennuis judiciaires. Leur voyage de 10 jours touchait à sa fin. La maison était vide. Elle était stérile. J'ai fait faire un nettoyage en profondeur finale par les nettoyeurs. Les parquets brillaient. Les fenêtres étincelaient. Ce n'était plus leur maison. Ce n'était plus ma prison. C'était juste une maison. Une maison très précieuse, très vide. Les camions de déménagement avaient tout emporté, tous leurs vêtements, leurs meubles, leurs trophées, leurs marques, et avaient tout déposé dans une unité de stockage de haute sécurité, une unité que j'avais payée pour un mois. Le dernier jour, le jour 10, le panneau « À vendre » fut installé. J'avais engagé la meilleure agente immobilière de la ville. Elle était impitoyable, efficace et sentait l'opportunité. Le panneau était massif, rouge et blanc, planté en plein centre de la pelouse parfaitement entretenue. « À vendre » criait-il. Propriété de premier choix. Vendeur motivé. J'ai attendu à l'intérieur. Le serrurier était déjà passé.
Les nouvelles clés semblaient lourdes et solides dans ma main. J'avais un huissier de justice, un homme stoïque nommé Franck, assis dans la cuisine avec moi, buvant du café. J'avais une copie de l'ordonnance restrictive et de l'avis d'expulsion, le tout dans une enveloppe Kraft soignée. J'avais suivi leur vol. Ils devaient atterrir à 15h45. Le trajet en taxi prendrait 45 minutes. À 16h50, j'ai entendu le grondement familier d'un taxi qui montait la longue allée courbe. C'est l'heure du spectacle, murmurai-je. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, Franck l'huissier juste derrière moi, et je suis sorti sur le porche. Le taxi s'est arrêté dans l'allée, son moteur tournant au ralenti. Pendant un instant, rien ne se passa. Je pouvais presque sentir la confusion émanant de la voiture. Ce n'était pas le retour triomphal qu'ils avaient prévu. La porte arrière s'ouvrit et mon père sortit. Il se tenait là, son costume de voyage chair tout froissé, un air de confusion profonde et incrédule sur son visage. Il fixa le panneau, à vendre, son regard passa du panneau aux fenêtres vides, puis enfin à moi. Je me tenais sur le porche, les bras croisés, tenant un jeu de nouvelles clés. Je portais une simple robe noire, mes cheveux étaient tirés en arrière, et je ne m'étais jamais senti aussi grande. Cynthia et Liam sortirent en titubant après lui, traînant leur bagage à main. « Richard, qu'est-ce que c'est que ça ?» La voix de Cynthia était stridente. « Qu'est-ce que c'est que ce panneau ? Pourquoi est-ce que Richard ?» Fiona, rugit mon père. C'était le dernier bluff d'un homme désespéré. Que signifie tout cela ? Enlève ce panneau tout de suite. Il commença à marcher sur l'allée, le visage puce. Je ne ferai pas ça, dis-je, ma voix calme et portant facilement dans l'air de l'après-midi. Vous n'êtes pas autorisé sur cette propriété. Pas autorisé ? Il s'arrêta, déconcerté. C'est ma maison. Non, dis-je en brandissant les nouvelles clés. Elles étincelèrent au soleil. C'est ma maison. Depuis 00h01 il y a 5 jours, la fiducie est dissoute. La propriété est mienne, et vous êtes en violation de propriété. Liam, toujours aussi sot, essaya de le dépasser. Elle bluffe. Elle n'oserait pas. Il monta les marches en courant, attrapant la poignée de porte. Je ne bronchai pas. Il tourna la poignée. Elle ne bougea pas. Il se jeta contre la porte. Elle était solide. Les serrures ont été changées, Liam, dis-je. Voici Franck, continuai-je en désignant l'homme à côté de moi. Il est huissier de justice, et il a des papiers pour vous. Franck s'avança, l'expression ennuyée, et tendit l'enveloppe Kraft à mon père. Richard Vance. Mon père le fixa simplement, respirant fort. Vous avez reçu assignation, dit Franck, laissant tomber l'enveloppe à ses pieds quand il refusa de la prendre. Il entendit ensuite des séparés à Cynthia et Liam. Qu'est-ce que c'est ? Murmura Cynthia, ses mains tremblant alors qu'elle ouvrait le seau. Une ordonnance restrictive. Expulsion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, expliquai-je comme à un enfant, que vous devez partir. Il vous est légalement interdit de vous approcher à moins de 500 pieds de moi ou de cette propriété. Mon père retrouva enfin sa voix. C'était un murmure étranglé. Où sont nos affaires ? Vos affaires, demandai-je. Vous voulez dire les vêtements de créateur, les meubles art déco, les souvenirs d'une vie passée à vivre au-dessus de vos moyens ? Tout est en sécurité. C'est dans une unité de stockage, payée par mois pour 30 jours. Après ça, la facture est à vous. L'adresse et la clé sont dans cette enveloppe. Ma mère laissa échapper un son, un cri d'animal blessé, et ses genoux fléchirent. Elle s'effondra sur sa valise de créateur. Nos affaires en stockage comme des gens ordinaires. Le snobisme pur et sans mélange, même dans son moment de ruine, était à couper le souffle. Mais où irons-nous ? Demanda Liam, sa voix se brisant. Il ressemblait pour la première fois à l'enfant de 26 ans qu'il était. Nous n'avons pas d'argent. Tu as gelé les comptes. Ce n'était pas moi, Liam. C'était le département de la fraude de la banque, dis-je. Et ils sont très intéressés à parler à toi et à papa de ce prêt de 250 000 €. Celui que vous avez garanti avec mon article. Ils appellent ça de la fraude électronique et de la fraude bancaire. Ce sont des délits fédéraux. C'était le coup de grâce.
Mon père chancela visiblement. Le combat s'évanouit en lui, remplacé par une terreur cendrée. Il comprit enfin. Ce n'était pas une querelle de famille. Ce n'était pas une leçon. C'était la fin. C'est toi tu as fait ça, murmura-t-il en pointant un doigt tremblant vers moi. Toi, ma propre fille, tu nous as détruits. Non, papa, dis-je, et ma voix était claire, forte et libre du tremblement avec lequel j'avais vécu toute ma vie. Vous vous êtes détruit vous-même. Vous l'avez fait avec chaque carte de crédit au maximum, chaque fausse entreprise, chaque ricanement et chaque mensonge. Vous avez juste supposé que je serais la fille fauchée pour toujours. Votre petit artiste numérique qui nettoierait le désordre et paierait pour vos vies. Je reculai vers la porte. Vous avez eu 10 jours en Italie. Vous auriez dû rester. Le taxi est toujours là. Je vous suggère de le payer. Ma mère se mit à sangloter. De grands sanglots déchirants. Liam fixait juste la maison, la bouche ouverte. Mon père. Mon père me regarda. Ses yeux, qui avaient toujours été si pleins d'arrogance et de dédain, étaient maintenant vides. Il me vit vraiment pour la première fois. Et il vit qu'il avait perdu. Je l'ai regardé, les pans, soudainement déplumés. Amuse-toi bien à nous regarder partir, fille fauchée, avait dit mon père. Je regardais les 3 d'entre eux, bloqués dans l'allée d'une maison qui n'était plus la leur, avec leurs valises, leurs avis d'expulsion et leurs accusations criminelles imminentes. Je me suis retourné, je suis entré dans ma maison et j'ai verrouillé la porte. Le silence qui s'installa après le départ du taxi fut la paix la plus profonde que j'ai jamais ressentie. Les suites furent, comme l'avait prédit M. Henderson, compliquées. Mais c'était un désordre que j'étais pleinement équipé pour gérer. Mes parents et Liam, sans autre option, allèrent à l'hôtel. Leur bref séjour fut financé par la mise en gage d'un bracelet de tennis en diamant par ma mère. Ils engagèrent un avocat, un homme bon marché et agressif qui déposa immédiatement une contre-poursuite, affirmant que j'avais exercé une influence indue sur ma grand-mère et que la fiducie était invalide. Elle fut rejetée par le tribunal en une seule audience. Monsieur Henderson présenta simplement les documents de la fiducie, l'affidavit signé de ma grand-mère sur sa compétence mentale, et un dossier détaillé des tentatives de mon père pendant 10 ans pour accéder au fonds de ma grand-mère. Le juge ne se contenta pas de rejeter leur cas. Il mit en garde leur avocat contre le dépôt de poursuites abusives. Le vrai problème pour eux fut la banque. L'enquête sur la fraude fut rapide. Face à une montagne de preuves, les évaluations falsifiées, les faux comptes de profits et pertes, le témoignage de ma part, la banque n'eut d'autre choix que d'agir. Ils allaient faire un exemple de vence-innovation. Mon père et Liam furent mis en examen. Ce fut une fin silencieuse et pathétique. Mon père, dans une tentative désespérée de sauver son enfant prodige, endossa la responsabilité de tout. Il plaida coupable de fraude électronique et de fraude bancaire en échange de la réduction des charges de Liam à un délit mineur et à une mise à l'épreuve. Richard Vance, l'homme qui vivait pour sa réputation, fut condamné à 18 mois dans une prison fédérale à sécurité minimale. Ma mère était à la dérive. Sans la motivation de mon père et le prestige de ma maison, son identité s'effondra. Elle emménagea dans un petit appartement meublé, payé par la vente forcée de ses bijoux. Liam, en probation, fut contraint de trouver un vrai travail pour la première fois de sa vie. Il finit par travailler dans l'entrepôt d'un grand magasin d'électronique. La maison se vendit en moins de 24 heures. Le marché était haut et la propriété était magnifique. La vente se conclut pour 50 000 € au-dessus du prix demandé. Je ne leur ai plus jamais parlé. Ma mère a envoyé quelques lettres manipulatrices et pleines de larmes, que j'ai retournées sans les ouvrir. Ma vraie vie, celle que j'avais cachée si longtemps, commença enfin. J'ai pris les profits de la vente et mes propres économies importantes, et je suis parti. J'ai déménagé à l'autre bout du pays, dans une petite ville côtière où personne ne connaissait mon nom. J'ai acheté une belle maison modeste avec vue sur l'océan. J'ai gardé les peintures de ma grand-mère, les accrochant dans un studio ensoleillé où, ironiquement, je me suis mise à l'art numérique, cette fois pour de vrai, comme passe-temps. Je travaille toujours comme enquêtrice sur la fraude. Je suis l'une des meilleures dans mon domaine. Je dirige une équipe maintenant, et j'enseigne des séminaires sur la criminalistique financière. Je vis toujours modestement, non par peur, mais par préférence. Ma vie est calme, stable et mienne. Parfois,
Je repense à ce jour à l'aéroport. La cruauté désinvolte du commentaire de mon père sur la fille fauchée. Il voulait que ce soit une malédiction. Il voulait que ce soit une encre, une étiquette finale et définitive de mon inutilité. Mais il avait tort. Ce n'était pas une malédiction. C'était une libération. À ce moment-là, lui, ma mère et mon frère, ils n'ont pas seulement annulé mon billet. Ils ont annulé mon obligation. Ils ont annulé ma culpabilité. Ils ont coupé la dernière corde usée du devoir familial qui m'avait maintenu lié à eux. Ils pensaient me laisser sans rien. Ils n'avaient aucune idée qu'ils me donnaient enfin,